Nous vous remercions d'être là avec nous. Nous avons la chance d'accueillir cet après-midi Monsieur Haynes, Victor Haynes, directeur de notre école. Accessoirement, il est notre garantie pour la tenue de ce colloque. Ben oui, parce qu'il a bien voulu nous aider, parce qu'il est aussi notre commanditaire. Nous le remercions. Pour moi, à l'école. Vous êtes le représentant de l'école, monsieur Haynes. Nous remercions aussi monsieur Luc Labbé d'être présent en cette soirée. Il est directeur général d'une entreprise qui s'appelle Horizon Travail. Nous remercions monsieur Labbé. Nous remercions monsieur Yves Abraham d'être présent avec nous. Il est professeur titulaire au HEC. Agrégé au HEC, pardon. Merci monsieur Abraham. Nous remercions monsieur Bushman, qui est troisième vice-président de la CSQ, d'être en notre présence cet après-midi. Merci. Et enfin, nous remercions l'honorable Thomas Mulcair de s'honorer de sa présence. Merci, monsieur Mulcair. Nous avons décidé, en fait, de conclure ce colloque par une réflexion sur la possibilité de concilier les intérêts de l'entreprise et les intérêts des travailleurs au sein de la RSE. Cette table ronde de clôture a donc pour ambition d'aboutir éventuellement à des recommandations, pas forcément une dizaine de recommandations, mais 2-3 recommandations, et ça bonifierait notre colloque. La réflexion est bien entendu sur la RSE. Traditionnellement, dans la littérature, on a tendance à confondre responsabilité sociale des entreprises et citoyenneté d'entreprise. C'est ce qui justifie notre question. On veut savoir si effectivement cette synonymie est toujours valide. Et c'est pourquoi on demande d'abord à chacun de nos panélistes la question de savoir si la RSE est effectivement le signe d'une citoyenneté d'entreprise. Nous allons commencer par quelqu'un qui a une entreprise particulière, qui est M. Luc Labbé. C'est moi de vous jeter dans la fosse aux lions pour commencer. Alors écoutez, dans le fond, c'est le service que je dirige n'est à proprement dit pas une entreprise. On est une organisme à but non lucratif. Notre service est un service qui est financé par des programmes du gouvernement du Québec, particulièrement le ministère de l'Emploi, pour accompagner les personnes en situation de handicap, particulièrement celles qui ont une déficience visuelle et un trouble de santé mentale. Ces services sont des services d'aide à l'emploi pour ceux et celles qui veulent intégrer le marché du travail. Et nous avons aussi une portion de nos services qui sont des services de maintien en emploi pour ceux et celles qui sont déjà en situation de travail, mais qui peuvent vivre des difficultés là, de maintien à tout égard. Parce que, par exemple, et je ne veux pas trop insister là-dessus, mais si on prend par exemple la déficience visuelle, faut comprendre que la très grande majorité des maladies de l'œil sont des maladies dégénératives. Et donc, en cours de vie professionnelle, sur le marché du travail, une personne va voir sa situation visuelle se détériorer. Peut y avoir des périodes de stabilité, mais c'est ce qui justifie notre intervention de façon plus ou moins ponctuelle au cours de la carrière d'une personne. Nos services existent depuis 1965. Ils avaient été fondés en 1965 par l'Institut national canadien des aveugles. Ce sont des services qui ont inspiré tous les autres services au Québec, ce qui s'appelle des services spécialisés de main-d'œuvre personnes handicapées, qui existent actuellement dans toutes les régions du Québec. Il y en a dans toutes les régions du Québec. À Montréal, nous sommes 8 services différents. Alors, comme je le disais, nous, on était historiquement en déficience visuelle uniquement, mais depuis le 1er juillet 2016, nous desservons la clientèle qui a un diagnostic de trouble de santé mentale. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, à votre première question, la façon que j'y répondrais, c'est que dans la pratique au quotidien, notre compréhension de ce qu'est une entreprise citoyenne
c'est une entreprise qui, dans sa communauté, participe à la création de la richesse collective, dont tout particulièrement, parce que moi je vais me concentrer sur la question de l'emploi, donc des entreprises qui participent à la création de la richesse collective, dont tout particulièrement la création et le maintien d'emplois structurants dans la communauté. Alors, pour moi, tout ce qui est la littérature que j'ai consultée sur ce que sur l'acronyme RSE, là, Responsabilité sociale des entreprises, pour nous, l'expérience démontre à ce jour que les entreprises qui vont utiliser ce vocable, c'est beaucoup dans un contexte où ils veulent présenter une image d'entreprise inclusive au regard de l'emploi. Donc, ça se résume beaucoup, malheureusement, trop souvent à du marketing social. Et j'en tiens responsable en partie le fait qu'il y a des choix qui ont été faits par le législateur. Le législateur, et c'est vrai, là je vais parler du Code du Québec parce que depuis 1996-97, on comprendra qu'il y a eu l'entente Canada-Québec sur la main-d'œuvre qui fait qu'il y a une reconnaissance du gouvernement du Canada que c'est le Québec qui a la maîtrise d'œuvre des politiques de main-d'œuvre et il y a un transfert de fonds qui est fait. C'est en renégociation actuellement, mais le point que je voulais faire, c'est que le législateur a fait le choix de favoriser la norme volontaire pour les entreprises, avec en complément un éventail de programmes, de subventions pour soutenir l'entreprise dans une perspective d'intégration et de maintien en emploi des clientèles plus vulnérables, dont les clientèles des personnes qui ont des incapacités. Alors évidemment, il n'y a pas actuellement des règles du jeu trop strictes. J'ai fourni à mes collègues panélistes ici quand même un tableau des exemples qu'on peut retrouver en Occident. C'est pas un tableau qui a été constitué récemment. C'est en 2014, la source est à la fin. Mais globalement, le constat que nos services ont fait, moi je suis dans le service emploi pour les personnes avec incapacité depuis environ 20 ans maintenant, le constat au quotidien est à l'effet que le modèle de la norme volontaire accompagné de programmes de subvention, de soutien à l'entreprise ou à la personne, c'est un modèle qui a atteint ses limites et c'est un modèle qui n'est pas durable dans un contexte où on veut faire en sorte que les entreprises aient un comportement citoyen responsable au regard de l'emploi. Alors, c'est ce que je dirais d'entrée de jeu. Si j'ai l'occasion, je pourrais intervenir plus avant sur cette question et j'aurai des choses à dire aussi au regard de la question 2. Merci beaucoup. Merci, M. Labbé. Je vais demander à M. Helms, est-ce qu'il est d'accord que la RSE est un signe de citoyenneté d'une entreprise au sens où M. Labbé vient de l'indiquer comme étant inclusive, une politique d'inclusivité. Je pensais être le seul à avoir cette question-là, et là, je suis rassuré de savoir qu'on est 5 à l'attaquer de front. Je me disais, c'est une question assez difficile, et surtout pour un premier colloque, qu'ils y vont fort. Mais je veux quand même vous remercier pour la question, et aussi pour l'initiative, pour le colloque, et à toutes les personnes. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette initiative étudiante qui est importante pour l'École de relations industrielles. Quand j'ai vu le nom de M. Mulcair sur mon panel, je me suis dit, wow, il va falloir que je trouve des choses intéressantes à dire. Et je me suis rappelé que quand, il y a quelques élections en arrière, j'ai des enfants, et on se promenait en voiture, et mon garçon regardait l'affiche de M. Mulcair, il a dit, il ressemble à Obi-Wan Kenobi. Alors, sachez que dans ma famille, vous êtes Obi-Wan Kenobi. Et je pense que je vais devoir utiliser la force pour bien répondre à la question. Donc, je me suis d'abord arrêté sur la notion de citoyenneté de l'entreprise, la citoyenneté d'une entreprise qui est dans votre question. Je connais un peu plus la notion de responsabilité sociale de l'entreprise. On en parle
j'en parle dans mes enseignements en gestion des ressources humaines, en gestion stratégique des ressources humaines. Alors, j'ai voulu m'arrêter sur la citoyenneté d'une entreprise pour comprendre et pour éventuellement arriver à une réponse à la question. N'étant pas très familier avec cette notion-là, j'ai consulté un expert, Wikipédia, et donc l'entreprise citoyenne serait donc celle qui prend en compte effectivement et concrètement les dimensions sociales et environnementales dans ses activités. Donc c'est bien. Mais je me demande si on peut effectivement imposer une citoyenneté d'entreprise. Et pour aller un petit peu plus loin dans ma réflexion, je me suis demandé si la terminologie est adéquate. Et puis je me questionne beaucoup sur cette terminologie, sur la notion d'entreprise citoyenne, parce que j'ai l'impression que quand on ouvre sur l'entreprise citoyenne, c'est qu'on se donne la permission d'analyser la citoyenneté des organisations. Et de dire éventuellement qu'une entreprise est plus citoyenne qu'une autre. Et pour moi, ça pose problème, sur 2 plans au moins. Quand on dit qu'une entreprise n'est pas citoyenne, on la sort un petit peu du domaine public. Puis on perd en quelque sorte une influence qu'on pourrait avoir autrement sur cette entreprise-là. Je pense qu'il faut reconnaître toute entreprise comme étant des entreprises de la sphère publique. Et on veut s'engager donc avec ces entreprises-là dans des discussions et considérer que toute entreprise est citoyenne. Et je pense, au même titre que de dire qu'une personne n'est pas citoyenne et qu'une autre personne est citoyenne est un peu exclusif, je pense au niveau de l'entreprise, c'est un peu cette idée, c'est un peu l'impression que l'expression m'a donnée. Et bon, l'entreprise citoyenne et la responsabilité sociale de l'entreprise mettent en relation l'entreprise et la société. Et je pense qu'il faut faire en sorte que l'entreprise soit influencée, ouverte à l'influence de la société, mais que la société soit également ouverte à l'influence que l'entreprise peut avoir sur elle. Donc, je pense qu'on est dans des relations de dépendance, société, entreprise, et qu'on doit considérer toute organisation comme étant citoyenne, même si elle ne veut pas l'être considérée citoyenne. À moins que ce soit une entreprise, une organisation ayant des activités illégales, je pense qu'il faut d'abord avoir ça comme prémisse, que toute entreprise est citoyenne et que l'entreprise a comme obligation de se comporter en citoyen dans la sphère publique. Donc, est-ce qu'on peut voir la RSE comme étant une expression de la citoyenneté de l'entreprise? Je préfère dire que toute entreprise est citoyenne. Voilà. Merci, M. Lens. M. Abraham, êtes-vous d'accord que toute entreprise est citoyenne? Je vais faire un petit détour, mais d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Merci à toutes et à tous. Je voudrais m'excuser pour 2 choses, présenter des excuses à 2 titres. D'une part, quand j'avais votre âge et quand je faisais ce genre de choses, je détestais les profs qui venaient juste pour leur conférence et qui n'assistaient pas à l'ensemble du colloque. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vraiment honte parce que du coup, j'ai pas entendu du tout ce qui s'est dit. Donc toutes mes excuses, mais de fait, je comprends mieux les profs qui m'excédaient dans le temps. Et on est pas mal coincés. Je m'excuse aussi pour une autre chose, c'est que j'ai pas vu que nous étions 5 hommes à ce panel de clôture et que si j'avais su, j'aurais fait pression pour qu'on ne soit pas 5 hommes, quitte à me retirer, parce qu'il y a des femmes très bien qui pourraient parler de ces choses-là à ma place, donc je n'ai pas été vigilant, et je vous prie de m'en excuser. Alors, cela étant dit, la RSE, signe de la citoyenneté d'une entreprise, je me suis posé la question plutôt de quoi la RSE est-elle le signe? Et je rejoins M. Labbé quand il dit que c'est notamment une stratégie de marketing assez évidente pour beaucoup d'entreprises, mais à mon avis ça va plus loin. Pour moi, c'est le signe d'une volonté de pouvoir des entreprises qui s'exprime dans ce discours RSE, dans ce discours et ces stratégies RSE. Ce pouvoir, en l'occurrence, c'est le pouvoir de définir elles-mêmes, pour les entreprises, donc les règles auxquelles elles devront se soumettre, plutôt que de se soumettre à des règles qui seraient imposées notamment par l'État. C'est ça qui se joue. Et là, je m'appuie sur Pascal Cornu-Saint-Pierre, qui est
une prof maintenant à Ottawa qui a écrit un très beau texte sur d'un point de vue juridique sur la RSE, que je vous suggère de lire, qui s'appelle Ambiguïté, stratégie, pouvoir, regard critique sur la responsabilité sociale des entreprises, paru chez Éco-Société en 2012. Alors, en même temps, cette volonté de pouvoir, elle n'est pas nouvelle. Ça s'inscrit dans une vieille tradition. Elle est l'expression d'une prétention ancienne des marchands, qui ont toujours voulu échapper en fait au droit commun et qui ont toujours voulu régler eux-mêmes leurs propres affaires. Donc rien de nouveau sous le soleil. C'est une prétention qui a été soutenue activement par la théorie économique, classique, néoclassique. Une grande partie du travail de cette science économique a consisté à justifier cette prétention avec des notions comme les lois du marché, qui seraient des lois propres, spécifiques, qui justifieraient que l'État ne s'en mêle pas, ou des images comme celle de la main invisible. Les choses se feraient toutes seules, surtout ne vous en mêlez pas. Mais c'est toujours une façon de défendre en fait le pouvoir d'agir des marchands. Et les États, finalement, en général, ont soutenu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pour rien que Marx et Engels disaient déjà en 1848 le gouvernement est un comité de gestion des affaires de la classe bourgeoise. Et ça n'a pas changé, et ça va plutôt, à mon avis, dans le sens de s'empirer au cours des dernières décennies. Donc rien de nouveau, mais effectivement une prétention qui est plus affirmée que jamais en fait, avec la RSE, cette prétention donc à avoir le pouvoir, y compris de définir les règles auxquelles on va se soumettre. Et cette prétention, elle constitue pour moi l'un des signes du fait que nous vivons, comme le dit le sociologue André Oussolé, dans ce qu'il appelle l'entreprise monde. Qu'est-ce que c'est que l'entreprise monde pour ce sociologue? Et là, je m'inscris dans sa perspective. C'est un monde qui est de plus en plus conçu par et pour l'entreprise. Comme on peut dire, par exemple, du monde médiéval occidental, qu'il était conçu par et pour l'Église. L'entreprise monde, donc, c'est un monde dont la principale force organisatrice est l'entreprise, et non pas le marché ou l'État, comme on le dit trop souvent. Le marché, en fait, il n'existe vraiment aujourd'hui que sur les tableaux noirs des cours d'économie, pour l'essentiel, ou dans les manuels. Et quant à l'État, il est pour l'essentiel au service des entreprises. Donc c'est pas lui la force organisatrice de notre monde. Alors on pourrait utiliser un autre mot que entreprise-monde, on pourrait parler de capitalisme, mais c'est une notion qui est très connotée, puis que c'est une notion très abstraite, très vague, d'où la proposition de Solé de parler d'entreprise-monde. En quoi est-ce que, je ne vais pas faire une démonstration, mais essayer de faire sentir la pertinence de parler, d'utiliser ce concept-là, d'entreprise-monde, en quoi peut-on dire que nous vivons dans l'entreprise-monde? 3 séries de critères. D'abord, constater que notre vie quotidienne aujourd'hui dépend toujours plus étroitement des entreprises. Faisons un petit jeu, on ne va pas s'attarder, mais cherchons dans cet endroit, par exemple, une seule chose qui n'a pas été produite et achetée à une entreprise. Donc en fait, la matérialité, la substance de notre quotidien, il est construit, produit, vendu par l'entreprise aujourd'hui, dans une très large mesure. Et c'est relativement nouveau. Ces marchandises qui constituent notre monde aujourd'hui, comment est-ce que nous allons les acquérir? En allant vendre notre force de travail à des entreprises. Donc il faut aller chercher de l'argent. Comment est-ce qu'on a de l'argent? En allant se vendre à une entreprise dans laquelle on va passer, pour les plus chanceux d'entre nous, 8 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 30 ans de notre vie. Donc c'est en fait une grande partie de notre existence qui va être littéralement en fait, entre les mains de l'entreprise, si vous me passez l'expression. Donc voilà pour une première série d'indices. Deuxième série d'indices, cette entreprise, aujourd'hui, elle est présente partout dans le monde. Et ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu une organisation humaine qui se soit répandue aussi largement. Aujourd'hui, à part quelques pays, et encore, il y a des entreprises absolument partout, et on sait que certaines de ces entreprises, aujourd'hui, représentent un poids économique supérieur au poids de bien des États donc sur la planète. Troisième série d'indices en faveur de cette idée d'entreprise-monde. L'entreprise, par ailleurs, est devenue en fait le modèle de toutes les autres organisations. En fait, toutes les autres organisations, aujourd'hui, de manière implicite ou explicite, sont sommées de fonctionner comme des entreprises, notamment l'université. On a beaucoup de recteurs aujourd'hui qui embarquent sur ce discours-là et qui conçoivent leur action, qui conçoivent l'université comme une entreprise. Bon, HEC, évidemment, on est à fond là-dedans, mais ici aussi à l'UDM. Bon. Donc, ce qui fait que du coup, tout le monde, quelles que soient nos préoccupations, quels que soient nos objectifs dans l'existence, quelles que soient les organisations dans lesquelles on est impliqué, les buts de ces organisations, tout le monde va trouver normal d'aller se former aux méthodes de gestion de l'entreprise privée. C'est ce qui fait le succès d'une école comme HEC, où on reçoit tout le monde, même des religieuses de temps en temps, qui viennent apprendre les techniques de l'entreprise privée chez nous. C'est assez fascinant, de la part des gens qui appartiennent à une organisation qui est millénaire. Et à l'inverse, du coup, les spécialistes de l'entreprise sont vus comme des espèces de spécialistes omnipotents. Ils sont capables de tout régler, y compris évidemment dans le domaine politique. Alors l'arrivée massive des spécialistes de l'entreprise dans le monde politique, c'est pas complètement nouveau, mais si on prend les choses sur quelques décennies, c'est quand même assez récent aujourd'hui. Trump étant évidemment le dernier exemple en date. Donc voilà pourquoi on peut dire
du monde dans l'entreprise monde. Peut-être qu'il faut que rapidement que je dise ce que j'entends par entreprise. Pour moi, c'est une machine à produire des marchandises, pour accumuler de l'argent. Donc revenir à une définition très très élémentaire de l'entreprise. On produit des marchandises pour accumuler de l'argent, une machine à faire de l'argent avec de l'argent sans limite. Ce que Aristote appelait la crématistique. Cette machine, elle a une caractéristique sociale bien particulière, c'est qu'elle a un moteur qui est le salariat. En fait. Son moteur principal, cette machine, c'est le salariat, c'est l'invention propre à l'entreprise. Ces marchandises donc, sont produites par des humains en échange d'un salaire. Leur force de travail, c'est-à-dire leur temps de vie active, est une marchandise aussi, il faut le rappeler. Et puis, troisième caractéristique peut-être de cet idéal type de l'entreprise que je suggère, là, l'entreprise est généralement en lutte, en général formellement pacifique, avec d'autres entreprises pour faire de l'argent, mais c'est une machine qui est fondamentalement une machine anti-marché, anti-concurrence. Les stratégies d'entreprise qu'on apprend dans mon école, ce sont des stratégies qui sont tournées de manière légale vers en fait l'élimination de la concurrence. Puis aussi toutes les stratégies illégales d'élimination de la concurrence, ça on ne les apprend pas à HEC. Mais c'est au cœur même de la dynamique de cette organisation. Alors quel est le problème? Ça pose à mon avis au moins 3 grands problèmes. Une machine qui produit toujours plus de marchandises, c'est une machine qui forcément va puiser toujours plus de ressources naturelles et produire toujours plus de déchets. Donc en fait, le problème écologique, à mon avis, c'est la conséquence directe de cette entreprisation du monde. Soyons clairs là-dessus. Et le risque ultime, on en parle très peu, beaucoup trop peu, mais le risque, c'est tout simplement l'effondrement de notre civilisation dans des délais qui sont relativement courts. C'est fascinant de voir un débat politique comme ceux qu'on a actuellement en France, où on est en train de débattre de tout ça sans du tout considérer la possibilité que d'ici 20 ans, 30 ans, notre civilisation s'effondre littéralement. Les gens qui travaillent là-dessus aujourd'hui sont de plus en plus inquiets sur ces délais et de plus en plus certains de leur coup sur ces délais. Donc c'est majeur. D'où l'espèce d'urgence et les propositions un peu radicales que je vais faire. Par ailleurs, donc, cette machine et son extension accroît les injustices entre les humains, entre les humains contemporains, puis aussi entre les générations, aussi entre les humains et les non-humains. Prenons juste un indicateur, on n'a jamais eu autant de croissance économique que depuis la Deuxième Guerre mondiale, et on n'a jamais vu autant d'inégalités se creuser que depuis cette période-là. Donc il y a un lien, qui n'est pas un lien simple, mais il y a un lien entre ces deux phénomènes. Troisième problème de cette entreprisation du monde, c'est qu'on finalement on est face à quelque chose qui ressemble à une nouvelle forme de totalitarisme. En fait, on ne peut pas sortir de l'entreprise monde, et l'entreprise nous impose sa logique, fondamentalement. Cette logique, si on la résume de manière caricaturale, c'est celle de la productivité. Soyons productifs. Qui n'est pas productif n'a pas de place dans notre société, d'où, par exemple, l'importance d'actions comme celle que fait Monsieur Labbé, mais c'est la contrainte majeure, c'est-à-dire que nos grandes décisions d'êtres humains, elles sont toujours fonction de cette contrainte-là. On va faire des choix d'études qui sont productifs, on va faire des choix de lieu de vie, où on va pouvoir gagner de l'argent, etc. On va décider de se mettre en couple, de créer une famille, en fonction de nos possibilités de gagner de l'argent, donc en fait d'être productif. Bon. Donc en résumé, l'entreprise, pour moi, en fait menace la vie, menace la justice, menace la liberté. Donc en fait nos grandes valeurs. Alors, je termine là-dessus. Donc, je reprends votre question. La RSE, signe de la citoyenneté d'une entreprise. Si, comme je viens de tenter de le dire, l'entreprise est une menace pour la vie, pour la justice, pour la liberté, et si, comme le soutient donc Pascal Cornu-Saint-Pierre, la RSE est avant tout une stratégie visant à accroître le pouvoir des entreprises, il faut évidemment s'en méfier terriblement. Il faut le refuser absolument. L'enjeu du moment n'est pas du tout de reconnaître plus de pouvoir aux entreprises, en l'occurrence donc celui de définir les règles auxquelles elles doivent se soumettre, mais l'enjeu c'est de limiter ce pouvoir de toutes les manières possibles. Merci, Monsieur Abraham. Monsieur Beauchamp, l'enjeu serait-il de vraiment limiter par tous les moyens le pouvoir de ces entreprises? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une citoyenneté d'entreprise par la RSE? Moi, je pourrais dire pour commencer, d'abord, merci pour l'invitation, c'est très intéressant, et que, deuxièmement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. La question revient à savoir, est-ce que les entreprises ont d'autres objectifs que le rendement, la recherche du profit et le bonheur des actionnaires, finalement? Autrement dit, est-ce qu'ils recherchent le respect des droits des travailleurs et des travailleuses, la bonification de leurs conditions de travail? Est-ce qu'ils recherchent le respect de l'environnement? Est-ce qu'ils recherchent des solutions face à la crise de la biodiversité et au réchauffement climatique? Et est-ce qu'ils se préoccupent des impacts de leur opération sur la justice, l'équité, etc.? Dans une certaine mesure, on pourrait dire oui lorsqu'on cite quelques exemples. Il y a par exemple une entreprise de Vancouver, Venchiti, qui est une coopérative d'épargne et crédit, dont la politique salariale vitale est de donner un salaire d'au moins 19 $ et 14 $ à ses employés.
Et ce, sans supprimer les pauses payées comme le Tim Hortons de Cowansville, comme on a pu le voir aujourd'hui dans le journal. Alors que le salaire minimum est 10,25 $ à la Colombie-Britannique. Et le tiers de ces prêts était destiné à des entreprises qui jouent un rôle social, environnemental et culturel important et positif. On pourrait parler aussi de RONA, qui favorise des fournisseurs de produits qui tissent des liens économiques avec les communautés autochtones, qui donne aussi de l'information sur l'impact environnemental de certains produits. Et la compagnie offre aussi une gamme de produits qui ont un plus faible impact écologique. Lors du panel de tout à l'heure, on a parlé de Gildan, qui, sans être un modèle exceptionnel, qui a quand même averti ses fournisseurs et qui les a obligés de signer une déclaration qui garantisse qu'ils ne s'approvisionnent pas en coton en provenance de l'Ouzbékistan, qui s'appuie sur le travail des enfants et le travail forcé. Hier, on a parlé beaucoup de l'économie sociale au Québec. Je pense que ça tombe beaucoup dans la RSE. C'est une poussée dans des entreprises d'économie sociale. C'est un vecteur clé d'une responsabilisation sociale des entreprises. Il y en a 7 000 au Québec qui créent 210 000 emplois, bref, 5 % de tous les emplois. Mais d'un autre côté, force est de constater qu'il faut répondre non à la question aussi. Parce que justement, les exemples d'entreprises qui sont soucieuses de leur responsabilité sociale sont jusqu'à maintenant très limités. Pour citer Mitzberg, de son livre « Rééquilibrer la société », quiconque imagine que la responsabilité sociale des entreprises compensera leur irresponsabilité sociale vit dans un univers utopique où tout le monde est gagnant. Autrement dit, en raison de la forte concurrence, en raison de la dynamique sous-jacente aux entreprises, comme il a été dit tout à l'heure, que ce soit au niveau régional, national ou international, les entreprises vont toujours privilégier la rentabilité et la recherche du profit pour survivre. Elles ont tendance à tout faire pour réduire les coûts de production et, en conséquence, les conditions de travail du personnel, qui, par ailleurs, vont encaisser les coûts de cette recherche-là, justement, de profit. Ou encore, on ne se préoccupe pas des retombées environnementales, de cette recherche à tout prix de la rentabilité et du profit. Pire, il y a pire encore, surtout dans le contexte des traités de libre-échange. Certaines entreprises, et ça a déjà été dit, vont jusqu'à poursuivre les États quand ceux-ci adoptent des règlements ou des lois que les entreprises estiment que ça va à l'encontre de leurs profits. Les États-nations, ils perdent ainsi leur pouvoir qu'elles avaient de réglementer et de contraindre pour assurer le bien-être de leurs citoyens. Les multinationales sont devenues, à quelque part, les nouveaux dirigeants. La mise en concurrence et la recherche de rentabilité appliquée à l'éducation, aux soins de santé, c'est un exemple où on nie la fonction même de l'État. Bref, cette recherche de profit provoque des situations à la limite de la moralité et des lois. Il y a eu beaucoup d'exemples, je pense qu'on a parlé entre autres hier, et on l'a un petit peu effleuré aussi en début d'après-midi, de l'effondrement de l'immeuble à Rana Plaza. On pourrait parler aussi de l'enquête actuelle nationale sur les pratiques commerciales de certaines institutions financières à la suite d'informations à l'effet que certaines entreprises financières, des banques surtout, vendaient des services sans le consentement des clients. On pourrait aussi citer Bombardier, qui reçoit une subvention d'1 milliard de l'État et qui hausse après de manière draconienne le salaire de ses dirigeants. On pourrait revenir sur l'exemple de ce matin du journal La Presse, c'est-à-dire de Tim Hortons, qui, pour augmenter ses profits, parce qu'on a augmenté le salaire minimum, supprime les 2 pauses payées de leurs employés. On est loin de la responsabilité sociale des entreprises ici. Enfin, il faut ajouter, et ça a été dit que le RSE est en fait une façon pour les entreprises de se donner bonne conscience, c'est comme un instrument de marketing. Enfin, on pourrait multiplier les exemples encore d'entreprises qui n'ont aucun respect pour les droits humains. Pour conclure, ou pour essayer de conclure, il y a des contraintes importantes à l'implantation d'une véritable responsabilité sociale des entreprises. D'abord, la faiblesse des normes et le faible nombre de normes négociées, le manque d'imputabilité des entreprises envers les communautés, la puissance des agents économiques fait qu'ils sont capables d'influencer la législation et les législateurs, et dans tout ça, il n'y a aucun pouvoir de contrainte et encore moins de pouvoir de coercition. On n'a qu'à penser à la norme ISO 26000, qui est volontaire et qui n'a aucune mesure contraignante. Merci. Merci, M. Deschamps. M. Leclerc. Merci beaucoup. Si en fait il n'y a pas de citoyenneté d'entreprise, selon M. Deschamps,
est-ce que l'on peut considérer que la RSE et la citoyenneté d'entreprise n'ont aucun lien l'une avec l'autre? Bien, merci d'abord de l'invitation, Sabrina, et merci à tout le monde d'être ici. On voit le dévouement et à ces questions si importantes, surtout quand les gens sont encore là à la fin d'une longue semaine, un vendredi en fin d'après-midi. Moi, je commencerai peut-être avec la définition même, parce que souvent on va parler de firme ou d'entreprise. Moi, j'aime bien, en anglais, on va parler d'un legal personality, legal person pour une entreprise, mais on va dire en français une personne morale. Alors, je pense que peut-être si on prend ça comme racine de notre discussion aujourd'hui, et si vous me pardonnez ce qui peut paraître à première vue un non séquitur épouvantable, je vais vous mentionner que j'étais à Yamashish ce matin, les deux pieds dans l'eau, pour vivre de première main les résultats des changements climatiques. Le Canada est allé à Paris il y a 1 an et demi pour faire semblant. Ou, comme j'aime bien le dire, les Canadiens se sentent beaucoup mieux avec un Justin Trudeau qui ne fait rien pour réduire les gaz à effet de serre qu'on se sentait avec un Stephen Harper qui ne faisait rien pour réduire les gaz à effet de serre. Et je prends ça comme point de départ de cette discussion parce qu'effectivement, mon domaine de prédilection et d'intérêt premier, c'est le développement durable et l'environnement. Et je vais me permettre de dire ceci. Si vous regardez le fond de la question, le point vient d'être fait avec les entreprises qui décident, ça c'est le chapitre 11 de l'ALENA qu'on connaît trop bien, une entreprise peut dire à un État-nation qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire dans des domaines aussi cruciaux que la santé ou l'environnement. Je l'ai vécu. Lorsque j'étais le ministre de l'Environnement, j'ai banni le 2,4-D, pesticide largement répandu, fabriqué par Dow Chemicals. On était aussitôt poursuivis par Dow, qui a fini par régler. Pourvu que nous, on admettait qu'il n'y avait pas de danger pour la santé, pourvu qu'on l'utilisait tel qu'indiqué, ce qui veut dire que tout le monde doit pouvoir s'habiller en scaphandre, mais dans la réalité, le pitou est en train de jouer sur la pelouse avec les enfants, puis les gens aux États-Unis sont encouragés de reprendre le 2,4-D parce qu'il y aura moins de mauvaises herbes. C'est ça la réalité aujourd'hui. Quand Canada a accepté que Nexus soit acheté par la Chine, parce que les National Chinese Offshore Oil Companies, c'est le gouvernement de Chine, on a signé une entente qui fait en sorte que la Chine peut nous dire si oui ou non on peut avoir des normes plus contraignantes en environnement. Résultat de ça, le Canada est encore un cancre en ce qui concerne la production de gaz à effet de serre per capita, un des pires, et on n'a absolument aucun plan pour traiter de ça directement. Au milieu des années 70, j'étais le président de l'Association des étudiants en droit de McGill, puis j'ai participé à un panel avec un homme extraordinaire qui s'appelait Ralph Nader. Un homme qui a fait sa marque avec énormément de courage parce qu'il a été l'objet de surveillance par des entreprises qui mettaient en doute, mais il a eu le courage de dire que les voitures fabriquées aux États-Unis étaient des dangers pour la vie humaine. Mais n'oubliez pas qu'on remonte aux années 60, on se faisait poursuivre si on disait cette fausseté énorme que le tabac était mauvais pour la santé. Un médecin qui disait que le tabac était mauvais pour la santé se faisait poursuivre par des compagnies de tabac. Moi, j'ai toujours l'image de James Cagney en train d'arriver dans un film de gangster, en train de tirer partout, en train de dire « I'm still the boss ». La question fondamentale ici, c'est « Who's the boss ?» Si le mouvement syndical, par exemple, au cours du dernier siècle, était responsable de la plus importante diminution des inégalités sociales, who's the boss today? La bataille pour avoir une fin de semaine, la bataille pour avoir une compensation en matière d'accidents de travail, ce sont des batailles qui doivent encore être menées. On a vu des exemples tantôt. Mais who's the boss? Avec un accord économique et commercial général avec l'Europe, qui va encore une fois, même si c'est plus égal, hein, en termes de normes du travail et de l'environnement, qui va décider? Un panel anonyme, international, va décider si les normes que nous édictons vont à l'encontre de cette entente-là. C'est ça la racine de tout ça. Or, même dans les entreprises, on peut vanter avec raison le modèle allemand, et c'est pas parce que mon ami de longue date, mon ancien chef de cabinet, Raoul Gébert, il dit que je cite favorablement le modèle allemand en termes
d'entreprises qui savent gérer mieux et s'entendre avec les employés. Ben, Volkswagen est un des pires crapauds de l'histoire des entreprises en trichant carrément l'environnement et tous ses concurrents. Et Bombardier, l'exemple vient d'être donné, mais je peux vous avouer que comme quelqu'un qui se battait toujours pour les employés de Bombardier, quand j'ai vu ça, je savais, en tout premier lieu, on affectait la vie de ces gens-là. Le hasard a voulu qu'au cours des 3 derniers jours, j'ai reçu, parce qu'on en reçoit beaucoup d'invitations, 2 lettres dont je vais vous en parler. Une vient d'un syndicat du Canada anglais, the International Brotherhood of Boilermakers. Alors, si le mot Boilermakers vous fait juste penser à un bon verre qu'on prend au bar après une journée ici, un Boilermaker, c'est quelqu'un qui travaille dans les chaudières. Donc, les gens qui sont dans la plomberie, mais à très haut niveau. Donc, on parle de grands composants dans les usines, par exemple, nucléaires. Eux, ils sont très inquiets parce qu'avec une entente récemment signée avec la Chine, les entreprises vont pouvoir soumissionner en présumant que la main-d'œuvre va venir de la Chine à la moitié du prix. Pour ceux dont la mémoire ne remonte pas aussi loin, et j'étais déjà à la faculté à l'époque, quand on a jeté les plans pour la baie James, le premier plan était d'avoir 40 000 travailleurs amenés de Corée. Et c'était dans les premières négociations à l'époque. C'était toujours la même chose, une manière d'abaisser les demandes des employés ici, un nivellement vers le bas. Citoyen, quand un citoyen canadien va en Thaïlande, s'il pose un geste contre le code criminel ici, par exemple la pédophilie, peut être poursuivi au criminel au Canada. Comment ça se fait que ma deuxième lettre que j'ai reçue la semaine dernière vient pour nous inviter à des témoignages de femmes qui ont été victimes de viol d'une compagnie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et que cette entreprise-là s'appelle Barrick Gold, et qu'il n'y a rien qui peut être fait sauf les amener au Parlement pour qu'elles témoignent du fait que ces compagnies canadiennes se comportent comme ça. On a essayé, il y avait un projet de loi devant le Parlement, mais jamais on n'a accepté d'imposer à ces citoyens corporatifs la même norme qu'on impose à un citoyen individuel lorsqu'il voyage à l'étranger. Et pour moi, il n'y a rien de plus normal. Pas juste en termes d'image, mais sur le fond. Je termine cette partie-là, parce qu'on aura une deuxième question, en vous disant qu'il y a espoir. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des aspects relations publiques là-dedans. Mais parfois, la relation publique a forcé les compagnies, notamment en environnement, de se comporter différemment. Parfois, le Canada est tellement faible en environnement. M. Harper a tellement scrappé, si vous me pardonnez l'expression, nos lois environnementales et surtout n'a jamais appliqué ce qui existait déjà, que des compagnies comme Shell, qui a une énorme prospection de gaz au large de Nouvelle-Écosse, a décidé de dire à ses actionnaires qu'ils allaient suivre leurs propres normes environnementales tellement que le Canada était faible. C'était pour le bienfait de leurs actionnaires, mais aussi le tort system américain. Si vous avez vu tellement de ventes dernièrement des grandes entreprises américaines de leurs intérêts dans les sables bitumineux, ce n'était pas pour le plaisir de ne plus les exploiter. C'est que, rappelez-vous ce que je mentionnais tantôt, les centaines de milliards de dollars que les compagnies de tabac ont été obligées de verser en vertu du tort system américain, ça s'en vient pour les compagnies aux États-Unis qui continuent de détruire notre capacité de vivre sur la planète en haussant la température moyenne bien au-delà du 2 degrés que tout le monde s'entend et le seuil qu'il ne faut pas dépasser. Alors voilà, peut-être je suis optimiste parce que je crois qu'effectivement il y a un rôle positif pour l'État, mais cette notion d'appliquer rigoureusement les règles, chose que moi j'ai pratiquée quand j'étais ministre de l'Environnement, que je pense qui est quand même à la base de ça. Parce que les entreprises, si elles pensent que c'est dans leur intérêt, vont le faire. Mais n'oubliez pas que la règle de départ, c'est qu'elles ne doivent rien faire pour nuire au profit. Elles n'ont qu'un seul mandat, c'est de faire des profits pour leurs actionnaires. Tout le reste doit être commandé et contrôlé par l'État et appliqué rigoureusement par des États qui ont le courage de le faire. Merci. Merci, M. Marquet. Je vais demander à M. Abraham, qui a dit non, ce n'est pas un signe de la citoyenneté. Est-ce qu'il faudrait, dans ce cas-là, imposer pour l'entreprise la citoyenneté? Donc, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a une contradiction fondamentale entre ce que j'ai appelé l'entrepisation du monde et puis la soutenabilité de notre mode de vie et la justice aussi de ce modèle de société qui est une contradiction fondamentale
pour moi, la notion d'entreprise citoyenne vise à nier cette contradiction, en fait. Et elle participe de ce que le sociologue Bertrand Meheux appelle la politique de l'oxymore. C'est-à-dire le fait d'utiliser de manière systématique cette figure de style, une contradiction dans les termes, comme promesse en fait d'un dépassement des contradictions de notre monde, mais sans rien changer au fondement de ce monde-ci en fait. C'est-à-dire qu'on fait du développement durable, mais on ne change rien du tout. On fait de la finance éthique, mais on ne change rien du tout. On fait de la croissance verte, mais on ne change rien du tout. On fait de l'entrepreneuriat social, mais on ne change rien du tout. On fait de l'économie du partage, mais on ne partage rien du tout. Enfin, bon, donc c'est autant d'oxymores, autant de contradictions dans les termes qui sont lancées aujourd'hui de plus en plus dans l'espace public et qui sont là pour essayer de se convaincre, et de convaincre les autres, que ces contradictions fondamentales de notre modèle de société qu'on vient d'évoquer, que M. Mulcair vient d'évoquer à sa manière aussi, eh ben, en fait, elles sont, soit elles n'existent pas, soit elles sont dépassables facilement. Alors, c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a vraiment une contradiction indépassable et que la seule manière, c'est de sortir de ce modèle de société. Pour le faire, pour le dire de manière sans doute trop caricaturale, en fait, faire de l'argent ou faire le bien, il faut choisir. Et si on regarde le bien sur le plan social, le bien sur le plan écologique, on ne peut pas se préoccuper de justice sociale ou d'écologie que dans la mesure où c'est rentable. Ça reste l'impératif majeur. Alors tant que c'est rentable, ça va, mais cette rentabilité, elle est toujours menacée par la concurrence. Alors, un cas que je trouve exemplaire, parce que j'avais travaillé un peu sur lui, c'est le cas de Communauto, par exemple, l'entreprise d'autopartage ici à Montréal. J'avais des discussions avec le dirigeant en lui disant comment est-ce que vous allez faire le jour où vous allez avoir des concurrents, c'est-à-dire le jour où justement des capitalistes vont voir qu'il y a peut-être de l'argent à faire avec ce que vous faites. Bon, il n'y avait pas de réponse très claire, mais on l'a la réponse aujourd'hui. On l'a avec l'arrivée de Car2Go. Qu'est-ce que fait Communauto? Il crée un nouveau service, beaucoup plus facile d'accès que son service précédent. Or, son service précédent était très cohérent avec son objectif qui était de dire on veut réduire l'usage de la voiture. C'est ça l'objectif, un objectif de soutenabilité. Mais là, aujourd'hui, Communauto, pour exister sur ce marché, pour rester Communauto, est en fait obligé de nous faire consommer de la voiture, de faciliter notre accès à la voiture, à contrario de ce qu'il était censé faire au départ. Donc voilà en quoi ça illustre aussi ce que disait M. Beauchemin, cette dynamique concurrentielle, là, cette course à la rentabilité, va imposer en fait une espèce de discipline, y compris à des jeunes gens, des jeunes femmes aujourd'hui, qui veulent faire le bien, qui vont faire le bien, mais ils le feront tant qu'ils seront rentables. S'ils sont plus rentables, ils vont disparaître comme capitalistes, ils vont disparaître comme entrepreneurs, ils vont se retrouver salariés. Donc, et par ailleurs, imposer à l'entreprise, alors bon, on a vu historiquement, l'État est pratiquement, enfin l'État est au service de l'entreprise, mais admettons que dans certaines circonstances, il tente d'imposer des choses à l'entreprise, certaines limites. Je pense que d'imposer le respect des limites biophysiques de notre planète, par exemple avec le principe de l'internalisation des externalités, ou le principe de l'égalité entre les humains, tout simplement ça ferait disparaître en fait l'entreprise, ça détruirait l'entreprise. C'est contradictoire, on ne peut pas avoir les deux. Alors, en gros, pour les raisons que je disais tout à l'heure, ces raisons-là sont résumées non pas par un marxiste, mais par Max Weber, le sociologue Max Weber, qui dit en une phrase un peu la contrainte dans laquelle on est. Et il appelait ça la cage d'acier du capitalisme. Chacun trouve aujourd'hui en naissant l'économie capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans lequel il doit vivre et auquel il ne peut rien changer, du moins en tant qu'individu. Dans la mesure où l'individu est impliqué dans les rapports de l'économie de marché, il est contraint de se conformer aux règles d'action capitaliste. Le fabricant qui agirait continuellement à l'encontre de ces règles serait éliminé de la scène économique tout aussi infailliblement que serait jeté à la rue l'ouvrier qui ne pourrait ou ne voudrait s'y adapter. Voilà, à mon avis, la limite de toutes les tentatives pour faire dans la RSE, pour tenter d'avoir des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux. Alors, donc compte tenu de ces contraintes-là, si on tient vraiment à la vie, si on tient vraiment à la justice, si on tient vraiment à la liberté, à mon avis, il faut en finir avec l'entreprise. Ça doit être l'objectif. Bon, on ne va pas en finir là, maintenant, tout de suite, mais ça doit être l'objectif clair. Il faut essayer de se débarrasser de cette forme de vie sociale le plus vite possible, ou en tout cas de la marginaliser. Ça suppose évidemment de trouver un moyen d'arrêter ce que j'ai appelé tout à l'heure son moteur, le salariat. On dépend très étroitement de l'entreprise, donc il n'y a plus d'entreprise, on n'a plus de boulot, on n'a plus de quoi bouffer. Donc comment est-ce qu'on fait pour se sortir du salariat ? Il faut que nous puissions vivre sans être contraints d'aller vendre notre force de travail sur le marché. Alors à court terme, ça plaide en faveur de mesures comme la réduction massive du temps de travail. Pour moi, ce serait une revendication ancienne des syndicats qu'il faudrait appuyer pour reconquérir tout simplement de l'espace, du temps, de l'autonomie par rapport à l'entreprise, ou des dispositifs comme le revenu inconditionnel d'existence, à condition que ça ne soit pas une manière d'affaiblir encore notre protection sociale. Mais là, on a des dispositifs intéressants pour commencer à gagner en autonomie par rapport à cette contrainte de l'emploi salarié.
À plus long terme, qu'est-ce qu'il faut viser pour se sortir de ce que j'ai appelé l'entreprise monde? Il faut que nos moyens d'existence, nos moyens matériels d'existence soient pris en charge collectivement, de façon équitable, soutenable et démocratique. En fait, il faut réinstaurer le plus possible des communs, hein, la fameuse institution dont on parle de plus en plus aujourd'hui, institution qui nous sort en fait de l'alternative dans laquelle on est coincé depuis au moins 2 siècles, propriété privée des moyens de production ou propriété collective publique des moyens de production. Donc en fait, en gros, capitalisme libéral, socialisme réellement existant, là-dedans qu'on est coincé. Les communs, c'est une façon d'en sortir. Qu'est-ce que c'est qu'un commun, très rapidement? C'est pas une chose, c'est pas une ressource, c'est d'abord une pratique collective, c'est un principe politique, comme disent Dardot et Laval, qui sont 2 auteurs de référence sur le sujet, que vous connaissez sans doute. Ce principe politique, il est très simple en fait. Il exprime l'exigence de démocratie radicale concernant l'administration de tout ce qui est nécessaire à la reproduction de nos existences. Alors c'est à la fois des choses matérielles, mais c'est aussi des savoirs, c'est des compétences, c'est l'utilisation de l'espace. Tout ce qui nous est nécessaire devrait pouvoir prendre cette forme institutionnelle des communs. On ne possède pas un commun, on en est en quelque sorte co-responsable. S'il y a une appropriation, c'est une appropriation inversée en fait. Les usagers ne sont pas maîtres de la chose, ils sont à son service. C'est donc toute une autre manière de penser notre rapport au monde en fait, que celui dans lequel on est coincé depuis au moins 2 ou 3 siècles, donc, et qui vient un peu contredire notre imaginaire, l'imaginaire dans lequel on est enfermé. Comment est-ce qu'on peut se libérer de cet imaginaire? En rappelant que les communs, c'est pas une invention, c'est en fait... Ce sont des très vieilles pratiques humaines. On a une femme là, qui a fait un travail essentiel sur ce sujet, c'est Elinor Ostrom, la seule femme à avoir obtenu le pseudo prix Nobel d'économie, mais qui fait la preuve que ces communs ont été une pratique, et jusqu'à aujourd'hui, une pratique très commune chez les humains. Se souvenir aussi que le capitalisme libéral a en fait déconstruit théoriquement et pratiquement les communs. En fait. Il y a tout un travail de destruction des communs qui était encore très présent à l'époque médiévale et qui continue à le faire à l'échelle du reste de l'humanité. Troisième manière de commencer à s'orienter vers ces communs, remarquez que les communs numériques, Wikipédia dont on a parlé tout à l'heure, qui est un bel exemple de commun numérique, et tout ce qui est économie du partage témoigne pas forcément d'un retour des communs, mais en tout cas d'une aspiration des humains aujourd'hui à la mise en commun, à la communalisation. Il y a chez les humains il y a un intérêt pour ça. C'est pas, contrairement à ce que nous disent mes collègues économistes, qui nous réduisent à des espèces d'animaux strictement égoïstes. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a une part en nous tous d'égoïsme, mais il y a aussi une part en nous qui a besoin fondamentalement de vivre avec les autres et pour les autres. Et les communs se reposent notamment là-dessus. Et puis il faut relire Proudhon, en fait. Il faut relire des vieilles choses du 19e siècle, où là on avait une critique, à mon avis, beaucoup plus radicale, vers laquelle il faut revenir, avec la fameuse phrase de Proudhon, la propriété c'est le vol. Il y a une contradiction fondamentale entre la propriété privée et puis nos droits fondamentaux. Le droit à la vie entre en contradiction régulièrement avec la propriété privée ou collective. C'est aujourd'hui les millions de réfugiés qui tentent de prendre pied en Europe ou aux États-Unis, donc qui veulent tout simplement survivre, à qui on refuse ce droit-là, au nom d'une propriété collective. Mais on fait la même chose quand on refuse à des gens qui sont malades la possibilité d'accéder à un médicament parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'acheter et que ces médicaments sont propriété privée. Alors voilà, donc pour terminer, je reprends votre question, pourquoi imposer une citoyenneté aux entreprises dans nos sociétés? Quelle forme doit-elle prendre? Alors pour moi, il ne faut évidemment pas imposer à l'entreprise la citoyenneté, il faut chasser l'entreprise de la cité. Il faut chasser l'entreprise de la cité comme les Grecs le faisaient. Les Grecs étaient très conscients de ça. Les marchands n'étaient pas citoyens. Les marchands, ok, ils existaient, pouvaient être utiles, on reconnaissait leur utilité, mais ils n'avaient pas accès à la citoyenneté. Ils ne faisaient pas partie de la cité. Et c'est, je pense, vers ça qu'il faut aller. Donc il faut, et alors, sur quoi rebâtir nos sociétés? Sur ce principe des communs que j'évoquais tout à l'heure, donc principe rigoureusement démocratique. En attendant, dans une perspective plus stratégique, avant de pouvoir vraiment chasser ce beau monde de nos cités, il faut faire tout ce qu'on peut pour réduire leur pouvoir, le pouvoir de l'entreprise. Et je pense que une des pistes quand même intéressantes, c'est de militer pour faire en sorte que l'entreprise ne soit plus traitée juridiquement comme une personne. C'est-à-dire justement, ne soit plus une personne morale, mais traitée comme pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en fait une organisation collective extrêmement puissante, une bureaucratie privée très puissante, sur laquelle on peut avoir un contrôle probablement aussi. Mais tant qu'on la réduit à cette espèce de mythe juridique, d'une personne morale, on est pas mal coincé. Donc une des pistes, c'est probablement de militer sur le terrain juridique pour cesser de lui donner ce statut de personne morale. Merci, M. Abraham. Monsieur Hens, est-ce que vous...
Est-ce que vous pensez qu'effectivement on doit tendre vers un modèle athénien un peu et Un modèle quoi? athénien. Cité, Athènes. Ah oui, oui, oui. Et considérer que citoyenneté et entreprise, c'est réconciliable. J'aborde bien sûr la question de façon bien différente. Je suis encore en réflexion par rapport à vos propos très intéressants. L'entreprise. L'entreprise comme telle, comme unité d'analyse, ça me rapporte des années en arrière. Et puis, je pense que un peu mon évolution m'a amené à développer une certaine fascination pour l'entreprise. Puis pour ce qui se passe dans l'entreprise. Alors bien sûr, quand on dit abolissons l'entreprise, je suis un petit peu perdu parce que c'est mon objet de fascination. Et mon objet de travail aussi, j'enseigne le management. Et le management, ben, ça se passe dans l'entreprise. Et puis juste pour reculer en arrière un petit peu, j'ai grandi dans un quartier ouvrier avec des parents intellectuels. Et j'ai toujours été curieux par rapport à... Puis j'avais pas trop l'impression que mes parents travaillaient, parce qu'ils lisaient des livres, faisaient des choses comme ça. Et vous savez c'est quoi? Et donc, mais autour de moi, il y avait des entreprises, puis il y avait des gens qui travaillaient dans les entreprises, puis j'étais curieux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils passent leur journée là? Et puis... qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises-là? J'ai essayé d'avoir un emploi d'été dans une manufacture, puis ils m'ont dit « Non, votre papa ne travaille pas à l'entreprise, on privilégie pour les emplois d'été les enfants des personnes qui travaillent ici. » J'étais un peu frustré par ça, alors j'ai commencé à étudier l'entreprise, puis le management, puis la gestion la force de travail, les gens qui travaillent au sein des entreprises. Alors, bien sûr, j'ai une certaine fascination pour l'entreprise et j'entrevois assez mal que la disparition de l'entreprise, parce que ça remettrait peut-être aussi en question le rôle de l'école de relations industrielles. Ceci étant dit, donc je suis plutôt optimiste, j'ai plutôt de l'espoir par rapport à l'entreprise, mais je comprends aussi que l'entreprise a gagné à travers des décennies, a gagné en pouvoir et en influence dans nos sociétés, par rapport au gouvernement également. Mais en regardant essentiellement ce qui se passe dans l'entreprise, je vois des choses fascinantes. Et puis, bon, il faudra réinventer une forme qui soit meilleure, mais si on reste avec le modèle qu'on a actuellement, ben, il se passe beaucoup de choses dans les entreprises. L'innovation, ça se passe beaucoup dans les entreprises, assez peu dans nos instances gouvernementales ou syndicales. Il y a plusieurs innovations qui nous entourent. Il y a des gens qui s'épanouissent dans leur milieu de travail. Il y a des personnes qui expriment leur créativité dans leur milieu de travail et qui arrivent finalement à gagner leur vie correctement également dans leur milieu de travail. Il y a des exclus. Il y a des questions qui mettent des questions fondamentales et qui ont été discutées, soulevées par les membres du panel. Et, la question de l'environnement, la question de l'emploi, les questions sociales. Mais je voudrais juste vous dire que cette fascination pour l'entreprise, elle se poursuit. Et puis, j'étais un colloque hier à Chicoutimi et qui contrastait beaucoup avec ce colloque-ci. Le colloque en question réunissait environ 300 gestionnaires, 300 intervenants en ressources humaines. Parce qu'il y avait des professionnels en ressources humaines, mais il y avait aussi des représentants de différentes centrales syndicales. La CSN était là notamment. Et ces 300 personnes qui se réunissent pour une journée complète, une fois par année, pour discuter de questions fondamentales que eux trouvent fondamentales dans leurs entreprises. Et la question qui était discutée hier, c'était celle de la conciliation emploi-famille. Et moi, j'avais une conférence à donner où j'ai parlé de justice organisationnelle et j'ai essayé de définir l'organisation juste. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle peut exister? Je pense que oui. J'ai essayé de relier ça aux notions de société juste également, mais là, je suis un peu moins habile. Mais je vois des gens qui œuvrent pour améliorer la santé au travail, pour améliorer le bien-être au travail.
des personnes, tant du côté syndical que du côté des employeurs, qui œuvrent à améliorer aussi les relations avec la communauté. C'est un peu drôle parce que la veille de la conférence, je suis allé marcher à Jonquière. Je me mélange, Jonquière, Chicoutimi, puis bon, mais j'étais à Jonquière, je suis pas mal sûr. Alors j'ai longé la rivière et je suis revenu, puis j'ai compté ça à l'auditoire. Et je leur ai dit, ben après ma marche, je trouvais que je méritais une bière. Alors, il y avait une microbrasserie je suis allé, qui s'appelle La Voie Maltais. La Voie Maltais. Et je leur ai dit que je suis allé prendre une bière à La Voie Maltais. Et ils se sont mis à applaudir. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû en prendre 2. Et puis on me l'a expliqué par la suite. La Voie Maltais, c'est une microbrasserie qui existe dans cette région-là. En fait, il y a 3 microbrasseries dans la région. Ils projettent d'ouvrir une autre microbrasserie à Québec. Il y a des relations très constructives avec sa communauté. Et notamment, la microbrasserie donne accès au cégep de Chicoutimi, donne accès aux étudiants qui étudient au cégep de Chicoutimi à leurs installations pour que les étudiants puissent apprendre soit fabriquer de la bière ou apprendre des habiletés pour travailler dans l'hôtellerie. Donc, bref, je pense qu'il y a des... J'aimerais qu'on considère, si je reviens à mon premier message, toute entreprise comme citoyenne. Une fois qu'on a fait ça, ben là, on peut, comme société, leur demander de rendre des comptes, parce que comme citoyen, on a à rendre des comptes. On peut leur demander de s'engager vis-à-vis de la société, de changer leur façon de faire, mais c'est, à mon avis, c'est pas en les poussant puis en les rejetant qu'on va y arriver. C'est en travaillant ensemble. Il faut que les entreprises fassent leur part, il faut que les organisations syndicales fassent leur part, il faut que la société, que les gouvernements fassent leur part, et il faut aussi, comme consommateurs, qu'on fasse notre part. Ben, bon, c'est ma perspective un peu optimiste. Donc, je dirais qu'effectivement, que non, on ne peut pas imposer. Il y a des citoyens qui se comportent correctement, il y a des citoyens qui se comportent moins bien. On ne peut pas imposer à tout le monde de se comporter correctement. On peut les encourager, on peut les inciter. Puis c'est un peu cette perspective-là que j'ai avec les entreprises. Merci, M. Haynes. Monsieur l'abbé, est-ce que de votre point de vue, suite à ce qui a été dit par M. Abraham et M. Haynes, une entreprise a des droits et des devoirs pour être citoyenne? Ben maintenant, je comprends pourquoi je suis assis au centre. Je me suis ici entre ces deux extrêmes. Vraiment, permettez-moi de revenir à la notion de ce qui est qualifié citoyenneté d'entreprise ou responsabilité sociale des entreprises, mais revenir à la question de l'emploi. Et je vais dire, moi, responsabilité sociale des employeurs. Parce que dans notre quotidien, dans notre service, il y a l'entreprise, oui, l'entreprise privée, mais il y a aussi les employeurs publics, les organismes communautaires, etc. Et la même situation est vécue de façon, je dirais, presque... Il y a des bons organismes communautaires, il y a des bons employeurs privés, et je dirais que peu de bons employeurs publics. C'est là où on a le plus de problèmes. On a beaucoup de problèmes aussi d'intégration et de maintien dans la grande entreprise. La majorité, sinon presque la totalité des placements et des maintiens des personnes en situation d'handicap ou avec incapacité est réalisée dans la PME et dans le communautaire. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est que dans le fond, la question de l'emploi, c'est une question d'accès à l'emploi. Parce que l'accès à l'emploi, c'est aussi l'exercice citoyen. Et à travers l'exercice citoyen, on peut influencer l'entreprise ou l'employeur pour lequel on travaille dans notre communauté locale ou plus régionale ou nationale. Moi, je pense que, comme monsieur le disait, on ne peut pas abolir. Je pense que ça serait l'abolition de l'entreprise spécifiquement, c'est l'abolition de l'employeur parce que fondamentalement, une entreprise, c'est un employeur parce qu'il a besoin de ressources. On pourrait parler de la robotisation, mais ultimement, le robot, il y a quelqu'un qui doit l'entretenir. Alors, pour en revenir à toute la question de l'emploi, de l'accès à l'emploi,
dans un contexte où les employeurs ne sont pas actuellement assujettis à une accessibilité universelle. Le problème, il se situe là. Je vous dirais qu'actuellement, on a encouragé les jeunes qui ont une incapacité de toutes sortes à poursuivre leurs études, en les encourageant à poursuivre leurs études, en disant, en allant chercher un diplôme, pour vous, ça sera plus facile de pouvoir participer à la société, au marché du travail, etc. Par contre, la courbe de diplomation au postsecondaire est en croissance constante. Il y a de plus en plus de jeunes en situation de handicap qui obtiennent des diplômes collégiales et universitaires, mais la courbe de l'accès à l'emploi, elle est stagnante. Alors, moi, je me suis intéressé beaucoup plus à cet aspect-là de qu'est-ce que devrait être une entreprise citoyenne responsable. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le législateur devrait imposer un cadre qui s'appelle l'accessibilité universelle, donc assujettir le marché du travail à l'accessibilité universelle. Et cela serait bénéfique non seulement pour les personnes qui ont des incapacités, mais avec le vieillissement de la population. Je donnerai l'exemple le plus simple, qui peut plus facile à comprendre. La rampe d'accès pour les fauteuils roulants, au départ, on la cachait en arrière à côté de la porte de garage. Maintenant, on l'intègre à l'architecture, on l'intègre au design architectural devant les édifices, et elle ne sert pas seulement aux gens fauteuils roulants. Quiconque, sans le besoin de l'utiliser, peut l'utiliser. C'est pas proscrit, c'est pas écrit seulement fauteuil roulant. Ça peut être utilisé par une maman avec son enfant en poussette, ça peut être utilisé par quelqu'un comme moi, étant donné que les marches sont mal identifiées pour pas que je me retrouve dans l'immeuble trop rapidement, donc je vais prendre la rampe d'accès. Mais fondamentalement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je me situe entre ces deux pôles-là. Je comprends très bien ce qui est exprimé, mais je pense qu'il faut commencer par le commencement. C'est pour que les entreprises se responsabilisent, il faut élargir l'accès à l'emploi pour que les citoyens qui participent à la création de la richesse collective, et ça inclut là-dedans les employeurs publics. Écoutez, il y a des lois, vous allez me dire qu'il y a des lois d'accès à l'égalité, mais ça ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit parce que les personnes doivent faire valoir leurs droits et c'est un combat, qui est à toute fin pratique pas possible de gagner. Alors, globalement, le législateur a une responsabilité importante à ce niveau-là et on va en venir peut-être, et je partage l'espoir de monsieur ici à ma droite, peut-être qu'on va en venir à une société où les employeurs, globalement, auront une perspective citoyenne dans la mesure où les citoyens les amèneront à ça. Parce que les entreprises, les employeurs publics, c'est composé d'humains, c'est composé de personnes. Et je le dis, c'est qu'actuellement, le modèle qui est en vigueur, le modèle de la norme volontaire et des programmes incitatifs pour inciter les employeurs à embaucher des personnes ayant des incapacités, c'est un modèle qui a atteint des limites, ses limites. C'est un modèle qui est en faillite actuellement parce que l'employeur, souvent, va embaucher parce qu'il y a une subvention au bout. Alors, on ne peut pas parler de responsabilité sociale à ce moment-là. Il va le faire parce qu'il y a un gain financier. Alors, je pense qu'on pourrait faire pression, en tout cas, au moins les citoyens sensibiliser, les législateurs, que ce soit local, régional ou national, au fait que l'accès à l'emploi au plus grand nombre de citoyens, parce que on ne peut pas dire de nos jours que les personnes ayant des incapacités sont des personnes sous-scolarisées, ce n'est plus vrai. Ça a peut-être déjà été vrai, mais ce n'est plus vrai. Et M. Mocap, sûrement, est au fait, mais la problématique là, de la santé mentale est un enjeu majeur pour les sociétés occidentales. Et ces gens-là, il y a une problématique d'accès à l'emploi, mais ils ont une contribution aussi à apporter à la société. Mais pour moi, l'entreprise, je la comprends plus comme
un employeur parmi d'autres. Et je pense qu'il devrait être assujetti aux mêmes règles que les autres, mais l'employeur public aussi. Parce que l'employeur public, actuellement, dans mon organisation, dans les dernières années, là où on a eu le plus de difficultés de maintenir des personnes en emploi, c'est avec des employeurs publics. C'est paradoxal, mais est-ce qu'il va falloir abolir le public comme l'entreprise, comme c'est proposé? C'est une réflexion à faire, mais je pense que ce sont les individus qui constituent les organisations et c'est à travers les individus qu'on peut harnacher la nature humaine d'une certaine façon, sans briser l'initiative, sans briser l'innovation. Merci, M. Labé. Voilà. M. Bouchard. Oui. Avant de répondre à la question, oui. Avant de répondre à la question, moi, avant de militer au sein du mouvement syndical, j'enseignais l'histoire au Cégep de Sainte-Foy, je suis historien, tout ça. Et si je comprends l'analogie que vous avez faite tout à l'heure par rapport au modèle athénien, il faudrait quand même apporter quelques nuances. Hein. Les marchands n'étaient pas citoyens, mais les femmes non plus, les esclaves non plus. C'était des propriétaires terriens qui avaient le droit de vote. Donc, avant de l'importer, on va se garder le Je comprenais l'idée à la base. Monsieur Bouchard. Oui. Compte tenu de tout ce qui a été dit, est-ce que la citoyenneté de l'entreprise se confond avec l'accès à l'emploi? Écoutez, oui, je pense que oui. Mais on ne peut pas laisser, je pense que je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, puis j'ai laissé mes notes de côté. Évidemment qu'il faut que l'entreprise soit citoyenne, mais ce n'est pas par le concept de la RSE qu'elle va le devenir. Pour moi, puis pour favoriser l'accès à l'emploi, ça prend absolument des obligations. Le concept de citoyenneté fait appel à des devoirs, à des responsabilités, à un certain nombre d'obligations, puis à un certain nombre de contraintes. Écoutez, l'entreprise ne peut pas jouer ce rôle-là tout seul. Il faut redonner, si j'avais une recommandation à faire, là, il faut que l'État use de boss, on disait tout à l'heure. Mais c'est l'État le boss dans cette situation-là. Par rapport à ce que vous disiez, M. Labé, c'est la même chose. Il faut que l'État mette ses culottes et continue et revienne à une forme de législation, de réglementation qui va permettre justement aux citoyens, aux citoyennes là, de trouver leur dû dans l'entreprise. Écoutez, dans les années 20-30, un peu avant puis pendant la grande crise économique, la Grande Dépression, il y a à peu près juste 2 personnes aux États-Unis et dans le monde qui ont vu venir la crise. C'est l'entrepreneur Henry Ford puis l'économiste John Maynard Keynes, qui ont dit, si l'État n'intervient pas, si je ne remonte pas fort dans ce cas-ci, si je ne remonte pas le salaire de mes ouvriers, ils ne consommeront pas mes produits. Et là, on va tomber dans une crise de surproduction. Ford avait compris, augmenter les salaires de ses ouvriers de 5 $, ce qu'on a appelé le $5 Day. Mais les autres chefs d'entreprise, ben non, je n'augmenterai pas le salaire de mes ouvriers. Qu'est-ce que ça a pris pendant la crise? Ça a pris un gouvernement américain, entre guillemets, social-démocrate, qui a instauré graduellement un État-providence. Et ça a pris une législation, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, pour imposer les syndicats et la négociation des conventions collectives pour augmenter le pouvoir d'achat. Là, je sais qu'on est dans le capitalisme, mais qui est un petit peu atténué. Donc, ça a pris des interventions de l'État. Et si on regarde à travers l'histoire du régime capitaliste depuis ses débuts, qu'il soit commercial ou industriel, ça a pris, c'est pas l'entreprise qui s'est responsabilisée socialement à un moment donné pour mettre fin au travail des enfants, pour mettre fin au double standard en ce qui concerne la rémunération des femmes. C'est pas l'entreprise qui a dit à un moment donné, moi je vais appliquer une politique d'équité salariale au sein de mon entreprise. Non, ça a pris au Québec une loi. Et dans d'autres pays, c'est encore un méchant problème. Alors, c'est la même chose pour l'accès à l'emploi pour une certaine catégorie de personnes. Alors, il faut... Puis c'est pas l'entreprise, seule, unité par unité, qui va être capable de trouver des solutions pour faire face à 2 enjeux majeurs de nos sociétés, qui est la croissance des inégalités puis la crise écologique. D'ici 20, 30, 40 ans, là, on ne parle plus en termes de centaines d'années là, par rapport à la disparition ou à la chute de la civilisation. C'est rendu beaucoup plus court. L'Organisation météorologique mondiale, qui est une branche de l'ONU, dans son rapport, l'a clairement dit, avec le réchauffement climatique, la hausse des températures, la planète s'aventure dans un terrain inconnu. Mais quand on est à la recherche du profit à court terme, de la rentabilité, et qu'il faut donner de l'argent aux actionnaires, on ne pense pas à ça. Alors pour moi, l'État a un rôle extrêmement important à jouer à cet égard.
Merci, M. Bushman. M. Mulcair. Je vais tenter de ramasser ça rapidement, parce que la partie que j'aime le plus, c'est les échanges. Alors, moi, je porte bien mon nom de Thomas. Ça veut dire que je doute, tant qu'on ne m'a pas prouvé. Alors, je dirais que si on est pour généraliser la notion puis l'application de cette responsabilité sociale des entreprises, moi, je suis très sensible à ce qu'on appelle en environnement du greenwashing. Hein? C'est une manière pour une entreprise de se montrer. Alors, voici notre plan en environnement, voici notre plan en développement durable. C'est tout du pipeau. Alors, ici, il faut quand même avoir des moyens de regarder, de publier, de mesurer. Moi, il y a une expression en administration publique que j'aime beaucoup, « That which gets measured gets done ». Hein? Lorsqu'on est capable de mesurer, on est capable de savoir si ça s'est fait ou pas. Il faudrait pouvoir l'actualiser tout le temps, sachant aussi que le public a un rôle majeur à jouer là-dedans. Donc, au-delà de l'image que l'entreprise peut elle-même se donner, ça va être des exemples tirés du domaine de la vente, mais ça tombe comme ça. Rana Plaza, OK. Tragédie, oui. Pire exemple du capitalisme et du libre-échangisme devenu complètement fou avec les morts de l'ensemble de ces femmes. Une des entreprises premières qui profitait de cette exploitation éhontée, c'était la Loblaws, compagnie canadienne avec sa marque Joe Fresh. Et je pense que parfois on manque l'occasion de frapper là-dessus, de rappeler assez aux gens que ce n'est pas un droit inné d'avoir un T-shirt à 2 $ plutôt que 5 $ fait dans des conditions viables. Un autre, et ça c'est intéressant comme exemple, Target, américaine, qui est venue ici, en dedans de 3 ans, pouf, disparu. Miss the target. They missed the target. Même si ils essayaient de se vendre comme Target, ça ne marchait pas. Et c'était à la base la perception. Le Québec est socialement très, très progressiste. Pour avoir voyagé dans beaucoup de pays, mais surtout connaître très bien l'ensemble des provinces, je dirais que la seule province canadienne qui s'y apparente un peu, avec l'exemple de Van City, d'ailleurs, nous avons fait notre empreinte pour la dernière campagne électorale à Van City. Mais le Québec, les gens ne comprennent pas ça parfois à l'extérieur, que la vaste majorité des Québécois font leur banking, pas dans un bank. Nous, notre institution financière principale, c'est le mouvement coopératif. C'est complètement unique, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Mais la réaction des Québécois au mauvais traitement des anciens employés des magasins qui avaient été rachetés pour devenir Target, ça, c'est unique ici. Et il n'y avait pas de mot d'ordre pour boycotter. Et le monde n'y allait pas chez Target. Ça laissait un très mauvais goût ici. Reste qu'il faut quand même qu'on continue de travailler sur Walmart à chaque fois qu'ils essaient d'évincer un syndicat. Mais j'oserais dire en guise de conclusion que si il y a une entreprise qui se positionne, qui fait des choses innovatrices, qui peut t'aider tantôt dans ses responsabilités extérieures. Il faut inclure les gens du Sud, si on travaille dans d'autres pays, par exemple. Il faut les tester, il faut les mesurer, et il faut demander des comptes pour que ce soit du vrai et pas des relations publiques. Merci, M. Mulcair. Merci à nos panélistes. Cela conclut notre colloque. On va vous applaudir.